Bonjour à tous et merci à vous, mesdames, messieurs, de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux titres parus dans la presse en semaine. De l'ABEAC cette semaine, réuni à Yaoundé le 11 juin dernier pour le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, le gouverneur de cette institution a déclaré que la dévaluation du franc CFA n'était pas envisagée, démontant ainsi ce que Abba Mahamatoli a lui-même qualifié, je cite, de rumeurs entretenues par la presse et les réseaux sociaux. Fin de citation. Le gouverneur de l'ABEAC a étayé son propos par une étude comparative de la situation économique de la à celle de 1993, quelques mois seulement avant la dernière dévaluation du franc CFA. Le patron de la BEAC a également déclaré en marge de cette rencontre que ce n'est pas la France qui décide d'une politique monétaire en Afrique, c'était de façon souveraine que les 6 pays de la zone CEMAC avaient décidé de mettre en commun leurs réserves de change. Des propos qui rejoignent un peu ceux du président français Emmanuel Macron qui avait déclaré lors du dernier G5 Sahel que les pays qui ne se sentaient pas à leur aise dans la zone CEMAC n'avaient qu'à se retirer. C'est également Macron qui fera le 8 juillet dernier cette déclaration et remarque qui enflamme la presse et la presse cybernétique précisément et les réseaux sociaux. Le président français a déclaré en marge du G20 que le défi de l'Afrique était démographique, citer 8 enfants des familles africaines. L'actualité cette semaine en national, c'est aussi l'évolution de l'affaire Jean-Marie Benoît Bala. Dans une autre sortie effectuée cette semaine, les évêques du Cameroun ont donc réitéré leur position. Monseigneur Bala a été assassiné et le corps de ce dernier n'a pas encore été réceptionné par l'Église catholique. Il le sera après identification, précise donc la conférence épiscopale nationale. Autre précision faite par les évêques dans ce communiqué, le corps identifié par les évêques du Cameroun comme étant celui de Monseigneur Bala portait bel et bien des marques de violence. Nous reparlons donc de cette affaire dans cette édition de Droit de réponse. Mais vous connaissez le menu et le déroulement de cette émission. D'abord, un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs à travers le monde. Merci à vous. On fait cette revue de presse. 2 sujets. À la une de notre édition de Droit de réponse, nous parlerons de ce franc CFA, l'avenir du franc CFA, mais également de l'affaire du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je voudrais commencer par votre fin, l'affaire du décès de Monseigneur Benoît Bala. D'ailleurs, la Nouvelle Expression, combien d'autres journaux se sont intéressés sur cette affaire également cette semaine. Déjà, Info Matin de mardi a mis donc à sa une que les vrais résultats des autopsies étaient donc disponibles. Selon le quotidien, si le communiqué rendu public par le procureur Tamac reste dubitatif sur le résultat, que dis-je, le vrai résultat, les évêques, à travers notamment leur porte-parole, persistent et signent que Monseigneur Benoît Bala a été donc brutalement assassiné. De ce fait, les preuves seront dévoilées bientôt, affirme Monseigneur Samuel Kleda. Le même journal, dans son édition de mercredi, annonce que les évêques refusent de réceptionner le cœur de Monseigneur Benoît Bala, tout en qualifiant d'incendiaire et violent la dernière sortie, ou tout au moins le dernier communiqué de Monseigneur Samuel Kleda. Est-ce une sorte donc de surenchère, s'interroge Info Matin. Le journal ne répond pas à la question, mais précise que les évêques entendent d'ailleurs retirer donc le corps de Monseigneur Benoît Bala après l'avoir identifié fortement. Bien entendu, c'est ce qui est contenu dans le journal. Pour la Nouvelle Expression, dans le dernier communiqué des évêques, il est dit que l'Église catholique présente d'ailleurs son rapport de l'article rappelle que les prélats camerounais maintiennent bien sûr que le corps de Monseigneur Benoît Bala, qui est sorti de l'eau de la Sanaga, porte bien sûr des marques de violence, contrairement à ce que les experts d'Interpol ont laissé entendre, à savoir que l'hypothèse de la noyade est donc la plus probable. Cette guerre des communiqués par médias interposés permet donc de savoir que le gouvernement ou le programme des obsèques de Monseigneur Benoît Bala, donc le programme n'a pas encore été élaboré. C'est ce que précise d'ailleurs le journal. Le journal L'Info fait plutôt savoir que contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, faisant donc état d'une injonction
venu de Rome pour stigmatiser la communication autour de la mort de Monseigneur Benoît Bala. Rome dénonce le faux communiqué attribué donc au Vatican. Selon une certaine presse, le Vatican aurait donc demandé aux évêques camerounais de respecter la conclusion des autorités camerounaises dans l'affaire de Monseigneur Benoît Bala. Or, précise le journal L'Info, le texte en question n'est qu'une lettre de condoléances envoyée aux fidèles par un évêque français qui accueille bien entendu des prêtres venant du diocèse de Bafia. Voilà du moins ce que la presse a pu donc évoquer dans le cadre de ce sujet, et c'était donc un sujet diversement traité par la plupart des journaux camerounais. Alors, autre sujet, le second en tout cas de cette édition de Droit de réponse, on parle bien entendu de la question du franc CFA. Le sujet a également été diversement traité par la presse. Le gouverneur de la BEAC, qui a accordé d'ailleurs une longue interview à la Nouvelle Expression, précise que ce n'est pas la France qui décide donc de maintenir les pays membres du franc CFA. Abbas Mahmat Toli fait savoir que cette sortie permet bien sûr aux Camerounais et bien entendu la population des pays membres de la zone CEMAC que la récréation est terminée. Pour lui, la France ne doit plus manipuler les Africains et que ce n'est qu'une rumeur. Il n'y aura donc pas de dévaluation du franc CFA. Le reporter de la Nouvelle Expression rappelle néanmoins que les explications du gouverneur de la BEAC font suite donc à la déclaration du président français Emmanuel Macron, qui lors d'une réunion du G5 Sahel a accusé les chefs d'État africains de la zone CEMAC de vouloir donc justifier leurs échecs politiques et économiques en jetant donc le sort sur la France du temps de François Hollande, et qu'il n'est pas donc de la France bien entendu de décider de la place des Africains. Donc sur le sujet, le journal Info Matin fait savoir que c'est donc la rumeur lancée par la France sur la dévaluation du franc CFA pour donc découvrir l'attitude bien entendu des Africains, une sorte de galop d'essai. Pour le gouverneur de la BEAC, il n'y aura pas de dévaluation du franc CFA. Il a toujours précisé dans les réactions venues d'Afrique. L'économiste camerounais Célestin Bédigui a d'ailleurs écrit à Emmanuel Macron, le président français, pour dire que les Africains ne se laisseront plus escroquer par la France. Pour l'économiste, la dévaluation du franc CFA, si elle est donc effective, les pays africains mourront donc de leur propre mort à la suite donc de tout cela. Et là, on parvient donc à lire cette interview avec notamment ce communiqué, avec bien sûr des précisions sur la question du franc CFA au Cameroun et même dans la zone CEMAC. Alors, il est dit, selon bien entendu ces derniers, qu'il faut simplement se mettre au travail pour avoir des résultats très attendus par les Africains. Voilà du moins comment est-ce que la presse a traité de ces questions cette semaine. Merci à vous, Flavien Ndongo, et bon dimanche une fois encore. Merci, meilleur à vous. Nous allons découvrir, mesdames et messieurs, le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Célestin Bédigui. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Mes hommages, madame, et bon dimanche à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes économiste émérite, vous êtes également homme politique, vous avez fait des études d'économétrie, je le dis très bien, je crois. Économétrie, prévision et prospective. Voilà, économétrie, prévision et prospective. Vous êtes également un chef traditionnel. Absolument, c'est le plus important d'ailleurs. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Martin Ombazing, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes vous aussi économiste, mais également banquier. Ça se rejoint un peu, tout cela. Tout cela, c'est pratiquement la même chose, madame. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Edmond Kamga, bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. C'est avec plaisir que je participe à cette émission. Je salue la présence de Célestin Bédigui, que je n'ai pas rencontré à Belle-Lurette. J'ai le plaisir de le retrouver. 12 ans. 12 ans. Merci, également notre ami Ombazing, qu'on s'est souvent vu sur des plateaux. Et tout à l'heure, le confrère que tu vas présenter. Je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Merci à vous, Edmond Kamga, journaliste et consultant pour Droit de réponse. Vous êtes également chef politique et politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. Et justement, un autre confrère, dont Jean-Marie Tchatouan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision.
que j'ai le plaisir de retrouver dans le cadre de ce débat dominical. Alors vous êtes journaliste, je l'ai dit, mais vous êtes également directeur de publication du mensuel d'information Parole. Absolument. Nous commençons donc directement par les sujets qui nous intéressent ce dimanche et je propose que nous commencions par cette affaire du franc CFA puisque nous avons des éminents économistes sur ce plateau. Je le disais tout à l'heure, alors que le sujet sur l'avenir justement du franc CFA anime les débats, la classe politique, mais surtout la classe économique du pays, alors que des revendications populaires de sortie de la zone franc CFA fusent. La BEAC a opéré donc une sortie sur le sujet cette semaine à Yaoundé. Selon Abbas Mahamatoli, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la dévaluation du franc CFA n'est pas envisagée. Il démontre donc cette rumeur, je cite, entretenue par les réseaux sociaux et par une certaine presse. Edmond Kamia, je vais commencer par vous. Pour les journaux qui en ont parlé cette semaine, qui ont parlé donc de ce sujet, pas de commentaires véritables. Là, on a juste revenu sur les déclarations du gouverneur de la BEAC. On a quand même retenu, selon plusieurs journaux, je cite, qu'enfin, la BEAC s'est prononcée sur le sujet. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu qu'elle venait démentir une certaine rumeur? Effectivement, la sortie de la BEAC était très attendue, parce que le débat n'est pas nouveau, il est vieux, mais depuis un certain nombre de semaines, on en parle dans les réseaux sociaux, dans la presse écrite, à la radio, comme à la télévision, sur le plan national comme sur le plan international. En tout cas, dans les pays dont les États sont membres, n'est-ce pas, de la zone CFA, on en parle. Au Cameroun, dans la CEMAC, dans les pays de la CEDEAO, ainsi que dans la diaspora de ces pays-là. Le débat est chaud quand vous parcourez, n'est-ce pas, Facebook, Twitter et autres. Ce qui est important, c'est que c'est la sortie officielle d'une personne autorisée, d'une voix autorisée, n'est-ce pas, Mahamatoli. Il est dans son rôle de dire quelle est la position officielle, n'est-ce pas, de l'institution bancaire, de l'institution, n'est-ce pas, qui a cette possibilité, qui a, n'est-ce pas, ce rôle de gérer au niveau de la sous-région, n'est-ce pas, cette devise-là. Mais ce qu'il faut dire, au-delà du démenti, parce qu'il s'agit d'un démenti officiel de la dévaluation annoncée et attendue par beaucoup. Ce qui est important de dire au-delà de ce démenti, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce que la mémoire est parfois courte. Il y a eu une évaluation en janvier 1994, et je me rappelle très bien que le discours officiel, n'est-ce pas, des États membres de la zone CFA, et même des responsables de ces institutions-là, était qu'il n'y aura pas la dévaluation. C'était le discours officiel, à la veille même de la dévaluation. Et voici un autre discours officiel, à la veille de ce que certains attendent comme étant une autre dévaluation, où on dément la possibilité d'une dévaluation. Si je m'en tiens simplement à ce lien que je fais par rapport au passé, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y aura possiblement, c'est-à-dire il y a une possibilité qu'il y ait dévaluation, puisque ça avait été démenti à la veille également la dernière fois. Mais il y a également une autre hypothèse. Est-ce que cette fois-ci, ce démenti est une façon de répondre, n'est-ce pas, à tous les débats que l'on voit dans la presse, que l'on voit dans les réseaux sociaux, et même vis-à-vis de la sortie d'Emmanuel Macron, il ne faut pas l'oublier, il a un peu réagi, à s'adresser un peu à ses homologues africains, pour démontrer qu'en réalité, ce débat-là persiste en Afrique, parce qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de nos États. Est-ce que c'est le cas? Donc, il y a de la matière, mais je dois dire, pour ma part, avec l'expérience que j'ai de ces questions-là, que je ne suis pas convaincu qu'il n'y aura pas d'évaluation. Alors, Jean-Marie Tchatouan, je le disais tout à l'heure, les propos du gouverneur de la BEAC, je reviens sur ces propos-là, ce sont des rumeurs entretenues par les réseaux sociaux et la presse, et ils continuent sans fondement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec, vous partagez cet avis? Est-ce qu'on peut parler de rumeurs sans fondement aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette histoire d'évaluation du franc CFA qui a été justement entretenue par la presse? Je vais vous dire que, personnellement, j'ai le sentiment que cette question, qui est apparemment une question économique, est davantage une question politique. Et certainement, le gouverneur de la BEAC a bien voulu donner une réponse sur les spéculations par rapport à la dévaluation du franc CFA. Mais lorsque vous regardez bien la trajectoire telle que Edmond l'a démontré tout à l'heure, on a le sentiment que le gouverneur n'est pas sincère dans la démarche qui vise simplement à démentir quoi que ce soit. Mais au-delà de cette sortie pour démentir,
il me semble qu'il est important de poser sur la table la question de la sortie des États du franc CFA. Et je crois que le gouverneur de la BEAC a bien voulu peut-être anticiper sur cette question pour dire non, il n'y a pas d'évaluation. Peut-être une façon de prévenir les potentiels partisans de la sortie du franc CFA. Et vous l'avez si bien dit, vous avez si bien suivi Edmond, qui a parlé de la réaction d'Emmanuel Macron. Donc, ce qui est sûr, c'est que la menace est grande, la menace est profonde, et les États africains, les États de la zone CFA doivent prendre leurs responsabilités en main. Non pas seulement pour se contenter de ce démenti du gouverneur de la BEAC, mais pour poser sur la table la question de la sortie du franc CFA. On arrivera à la question de la sortie du franc CFA, mais avec vous, Célestin Benzigui, vous avez, je le disais, on l'a suivi pendant la revue de presse, opéré une sortie dans les colonnes de la Nouvelle Expression cette semaine, numéro de vendredi, plus précisément, une réflexion au sujet donc, des récentes déclarations du président Macron qui s'est justement exprimé avant le gouverneur de la BEAC sur cette question du franc CFA. Nous en reparlerons, mais peut-être que cette sortie a été effectuée peut-être avant cette sortie du président du gouverneur de la BEAC, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce démenti, est-ce que vous êtes convaincu par ce démenti du gouverneur de la BEAC aujourd'hui? Je dirais qu'il était temps. Il était temps qu'un tel démenti soit annoncé. Parce que jusque-là, le débat est né de certaines opinions publiées sur les réseaux sociaux. Parce que si on est un économiste et qu'on interroge les chiffres, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui objective pour que nous dévaluions, que la monnaie que nous utilisons soit dévaluée. Nous n'avons aucune raison. Ceux qui veulent arguer de la reconstitution de notre compétitivité extérieure, je ne crois pas que ce soit le cas. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. Ce que nous vendons à l'extérieur ne nous reste pas dans les bras pour prix élevé, au contraire. Quand on regarde également les bases ou les fondements économiques des États de la sous-région, notamment du Cameroun, où la balance commerciale ou de paiement reste contrôlée, de mon point de vue, il n'y a pas de raison qu'il y ait une dévaluation. Et s'il y avait une dévaluation, elle ne pourra qu'être imposée de l'extérieur. Donc, mais vous êtes d'accord avec le gouverneur de la BEAC? Ah, je pense. Mais il est vrai que ce qu'a dit Edmond Kamga est à prendre en compte, parce que en vérité, les dévaluations ne s'en vont jamais. Au contraire, jusqu'à la veille, on vous dit qu'il n'y a pas d'évaluation. Mais moi, je justifie cette position par une analyse objective des critères économiques qui est en face. Cela ne signifie pas forcément que, pour des raisons politiques ou des rapports de force politique, une telle évaluation nous soit imposée. Et si le Cameroun, et je le dis d'entrée du jeu, se trouve confronté à une telle situation, alors ça devrait être pour nous le coup de gong pour que nous sortions du franc CFA. Martin Mbazing, vous aussi, c'est-à-dire que si je comprends bien Célestin Benzigui, c'était plus une rumeur cette question d'évaluation. On n'est pas là dans la dévaluation qui tire donc ses fondements des raisons économiques. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le gouverneur de la BEAC, qui a donné certains paramètres économiques pour justifier cette position. Pour lui, il n'y a pas raison d'envisager la dévaluation aujourd'hui. Elle vient donc d'où cette rumeur-là? Non, enfin, voyez-vous, en réalité, il faut comprendre que la dévaluation, c'est l'un des instruments de réajustement d'une économie qui est malade, pour dire simple. C'est-à-dire que quand une économie ne marche pas bien, quand les objectifs ne sont pas atteints, la dévaluation est un moyen qui permet de redresser. Donc quand on parle de dévaluation, ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est comme une entreprise qui est en restructuration, c'est quasiment la même chose. Bon, au jour d'aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de constater que nous fuyons d'une certaine manière, enfin, les Africains, les Camerounais fuient le vrai débat. Le débat n'aime pas, ne dévalue pas. La dévaluation, si on dévalue aujourd'hui, c'est pas ça qui va permettre que notre économie reparte des plus belles. Non. C'est que l'on se rend compte parfois qu'on a déjà tout essayé et on dévalue. Pourquoi me parler de dévaluation aujourd'hui? Vous avez commencé, vous avez fait quelque chose qui a échoué, vous reprenez la même chose, madame?
Je ne sais pas. Dites-moi, chez nous on dit au village, lorsque vous claquez dans un certain rythme et que ça ne marche pas, on échange. On ne peut pas échanger ce qui n'a pas marché parce que c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc pour moi, la simple logique voudrait que l'on ne parle même pas d'évaluation. Vous comprenez? Donc le débat aujourd'hui, c'est de dire simplement que nous voulons être libres dans les choix que nous faisons. Et pour être libre, il faut avoir la capacité d'avoir entre ses mains l'instrument qu'on appelle la monnaie. C'est-à-dire que chaque pays, chaque État, aussi petit qu'il soit, aussi pauvre qu'il soit, doit avoir la possibilité d'agir de façon libre sur l'argent qui circule dans une économie. Pour l'instant encore, je ne me trompe certainement pas, les pays africains, le Cameroun en particulier, ils n'ont pas cette liberté. La preuve, aujourd'hui nous perdons pratiquement, je crois, je n'ai pas des tests bien précis, près de 1 point de croissance depuis qu'il y a cette histoire de monnaie. Vous savez ce que veut dire la monnaie? L'économie locale, la petite économie, où vous ne pouvez rien acheter aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de monnaie. Vous vous imaginez quand même, on ne peut rien acheter aujourd'hui. Si vous prenez 10 petites filles qui vendent des arachides et que vous avez 500, elles loupent un montant très important de chiffre d'affaires parce qu'il n'y a pas de monnaie. Alors un pays libre peut voir une situation comme celle-là, monétairement parlant, durer pendant plus d'1 an, madame. Donc le véritable problème, c'est qu'à un moment donné, on nous parle toujours des dévaluations, on nous parle toujours des choses qui ne nous avancent pas, alors que la réalité des problèmes aujourd'hui, c'est que les Africains doivent prendre à bras le corps les problèmes économiques qui sont les leurs, qui sont en phase avec leur vécu et leur environnement, et non plus être tout le temps en train de subir au lieu d'anticiper. Et justement, à ce propos, toujours avec Célestin Benzigui, le gouverneur de la BEAC fait savoir que ce n'est pas la France qui impose une politique monétaire aux pays de la zone CEMAC. J'imagine qu'il rejoint là le président Macron, qui estime qu'on ne veut plus faire partie de cette zone, de partir tout simplement. Quel est votre avis sur la question? Oui, je pense que sur ce point, le président Macron est de mauvaise foi, au sens où la monnaie CFA que nous utilisons aujourd'hui est adossée à des accords qui ont été signés entre les dirigeants de nos pays et la France, où dans le cas du Cameroun, elle prétendait nous donner l'indépendance alors qu'elle ne nous donnait pas l'indépendance. Le Cameroun n'a pas reçu son indépendance de la France, le Cameroun a reçu son indépendance de la fin de l'ONU. L'indépendance de la France, le Cameroun a reçu son indépendance de la fin de l'ONU. Oui. Alors d'ailleurs, la guerre qu'il y a eu au Cameroun, ou le massacre que la France est autorisée à faire, est tout à fait injustifié. Peut-être que de notre côté aussi, il y a eu une erreur stratégique. À rigueur, on n'avait qu'à aller camper devant l'ONU pour demander à l'ONU de mettre fin à la tutelle. Alors, donc, sur ce point, je pense que le président Macron est de mauvaise foi et il devrait plutôt, pour être plus clair, dire que les accords de coopération, il y a un volet des accords de coopération, doivent être qui doivent prendre leurs responsabilités et qu'on revienne d'abord aux intérêts de notre propre pays. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi le sort du Cameroun doit être lié au sort des pays environnants. Mais bon Dieu, le Cameroun a une structure économique qui lui permet de prendre des décisions, notamment celle de s'affranchir de cette histoire qu'on appelle le franc CFA et le compte d'opération. Quitte aux autres pays ensuite de le rejoindre dans la nouvelle monnaie qui sera mise en place. Parce que chaque fois que l'on évoque un accord préalable des pays africains, c'est sûr qu'on sait que cela n'aboutira jamais. Alors que le Cameroun prenne ses responsabilités, le Cameroun a les capacités aujourd'hui de soutenir une monnaie, d'autant plus que c'est un outil très important. C'est comme Bazing disait tout à l'heure. J'étais aux États-Unis en 2008. Oui. Lorsque une après-midi, nous avons appris que l'Amérique était au bord de la faillite. Carrément, lorsque Burns et Stern, ils ont default, c'est-à-dire ils n'ont pas pu faire face à une créance qui a été présentée. Et dès le lendemain, ça devait être un enchaînement tel que toute l'économie américaine devait s'effondrer. La décision qui a été prise par Timothy Geithner et Obama, ça a été de donner à la Fed, de redonner de l'argent, qu'il le veuille ou non, à toutes les entreprises américaines qui étaient en danger. C'est-à-dire qu'on a assisté à une étatisation de l'économie américaine. Vous imaginez le temple du capitalisme. Et pourquoi cela a été possible? Parce que justement, ils ont la maîtrise de leur monnaie.
nous avons en 2000, le premier ajustement structurel, c'était en 1988, je crois. Nous avons été confrontés à une situation comme celle-là. La solution qu'il fallait adopter était proche de celle qui a été adoptée par Geithner et Obama, c'est-à-dire refinancer nous-mêmes notre économie au lieu plutôt de prendre une mesure de désindustrialisation qui a été prise et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pratiquement avec le nez dans la rivière. Et c'est tout à fait dommage. Alors, Edmond Gambia, pour revenir à la sortie du gouverneur de la BEAC, est-ce que vous pensez que c'était le point qui voulait toucher, celui du retrait des pays de la zone franc, et qu'on a utilisé la dévaluation comme une sorte de pare-feu? Je pense qu'il a abordé toutes les questions qui préoccupent, n'est-ce pas, non seulement les États africains membres de la zone CFA, mais également les dirigeants africains d'une manière générale et les populations, les citoyens africains, de l'intérieur comme de l'extérieur de l'Afrique. Je le rappelle parce que la diaspora est fortement ancrée dans ce débat, non seulement sur la dévaluation, mais aussi sur l'éventualité de la sortie du franc CFA. Une dévaluation que l'on dit pas du tout envisageable, parlant des paramètres économiques. Le drame, c'est que cette dévaluation peut nous être imposée pour des raisons politiques et même pour des raisons que tout le monde peut imaginer en France aujourd'hui, avec le nombre de chômeurs qui ne cesse d'augmenter. Donc, en réalité, lorsque j'écoute, n'est-ce pas, Emmanuel Macron, il est dans son rôle, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple français retrouve les moyens de se décoller sur le plan économique, retrouve les moyens de se prendre en charge. Et pour cela, il faut faire en sorte que les bases, n'est-ce pas, de cette force-là, sur le plan monétaire, qui est la zone, qui est le CFA, ne disparaissent pas. Et vous savez, et quand je dis que Mahamat Abbas Solih a répondu à toutes les questions qui préoccupent, n'est-ce pas, ceux qui s'intéressent à la question, c'est qu'il a évoqué le fait que ce n'est pas la France qui impose une politique monétaire, qui impose aux États de faire ceci ou cela. Mais en réalité, c'est parce que les États africains de la zone CFA sont libres de sortir de la zone. Mais il faut être courageux pour en sortir. Il faut être prêt à subir les conséquences. Je pense que finalement, la monnaie, nous le savons tous, c'est un élément de la souveraineté. C'est un instrument fort. Et on le voit, les pays africains, pour l'essentiel, qui ont pu se doter d'une monnaie. Il y en a qui sont devenus de grands pays et de grandes puissances. Prenez l'Algérie, prenez l'Afrique du Sud, c'est-à-dire, prenez le Nigeria. En fait, les grandes puissances africaines, si vous observez, ont chacun leur monnaie. Leur monnaie ne dépend pas de l'ancien pays colonisateur. Ça, c'est la première chose qu'il faut observer. Et vous le savez tous, pour le professeur Tunjiang, Poemi, dans son ouvrage célèbre, Monnaie, liberté et servitude, a suffisamment démontré la place et l'importance de la monnaie dans une économie. C'est dire quoi, en réalité? Aujourd'hui, le débat sur la dévaluation est une opportunité pour les pays de la zone CFA de poser sur la table les vrais problèmes et d'envisager la possibilité de se doter d'une monnaie commune pour ces pays-là qui sont concernés par la zone CFA, une monnaie africaine. Jean-Marie Tchatchouan, c'est donc un problème de volonté politique. On doit juste décider. Je reviendrai tout à l'heure avec Matan Bazing pour comprendre si on peut juste claquer du doigt et quitter. Je ne suis pas sûr que ce soit simplement une question de volonté politique. Je crois qu'il y a aussi que les États africains et leurs leaders doivent s'affranchir, n'est-ce pas, des relations, des rapports de soumission qui existent entre eux et, n'est-ce pas, la France. Parce qu'effectivement, si vous décidez de sortir du franc CFA, par exemple, vous savez très bien que l'économie tient le politique. Et donc, il faut en assumer les conséquences au plan politique. Donc, tant que, je crois que cette question de la souveraineté monétaire ne peut pas être objectivement réglée tant que la question de la souveraineté politique et totale est réglée. Je crois que pour avoir le courage de prendre une telle décision, il faut que les initiateurs, d'abord qu'il y ait une solidarité entre les États, et puis qu'ils s'affranchissent de tous ces rapports de soumission, qu'on cesse d'aller faire allégeance au président français, qu'on cesse, n'est-ce pas, qu'on mette un terme à ces accords cachés, à ces accords, si vous voulez, secrets,
qui existent entre la France et les pays africains et qui sont entretenus par les chefs d'État africains qui se succèdent au pouvoir. Alors donc, Martin Bazin, quand Emmanuel Macron dit si on ne se sent pas à son aise dans cette zone, on peut partir, il sait très bien que ce n'est pas facilement faisable comme ça. Non, ça c'est... Enfin, moi je pense que M. Macron travaille pour la France. Oui. Bon, à partir du moment où j'ai dit ça, tant pis pour nous, si ceux qui travaillent pour nous ne travaillent pas pour nous. Vous comprenez? Donc je vais vous dire ce que je pense. Moi je ne suis pas un homme politique, mais ce que je pense, c'est que il y a une sorte d'atmosphère, d'ambiance qui lie, c'est-à-dire qui lie nos chefs à la France, qui fait que quoi qu'on fasse, quel type de plan qu'on mette en place, moi, à mon avis, j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas réglé les petits détails de la vie d'un État, que sont les valeurs sur lesquelles un État se base, comme dans une maison, on dit les enfants ne sortent pas après 18 heures. Tant qu'on n'a pas réglé ces petits problèmes-là, ceux qui sont de l'autre côté en profitent. Ils vont traiter avec ces gens-là qui n'ont même pas dans leur subconscient ce que représente par exemple une monnaie. Une monnaie, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Une monnaie doit refléter la valeur et la puissance d'une économie. Donc, on ne dit pas ici, moi je le pense en tout cas, que le Cameroun serait un pays développé si jamais on sort... Non, moi je ne le dis pas. Mais nous savons quand même aujourd'hui qu'au plan intérieur, et d'ailleurs même si on sort de cette histoire aujourd'hui, je pense qu'on va souffrir peut-être pendant 3 trimestres, mais une fois que nous n'allons plus trop payer à l'extérieur, le rééquilibrage va se ressentir après. Donc, au jour d'aujourd'hui, M. Macron dit, moi je sais ce que je défends. Mais comme on ne peut pas se mettre dans une sorte de querelle entre Macron et le Cameroun, moi je lui dirais, sortez du conseil d'administration de la Banque. Mais ça c'est un débat qui va encore nous faire perdre du temps, alors que nous avons des choses plus importantes pour que notre économie décolle. Donc au jour d'aujourd'hui, le politique tient, le politique empêche que notre économie... Comme disait M. Bidiki tout à l'heure, nous sommes d'accord que le Cameroun doit être libre d'aller négocier. Moi, j'avais déjà dit, mes priorités, si j'étais président, c'est d'essayer de voir comment je peux travailler avec le Niger et la RDC. Ouais. La RDC, on est déjà combien de millions d'habitants? Qu'est-ce que nous pouvons leur fournir? Parce que, à économie plus ou moins égale, on peut arriver à fabriquer ici, à vendre là-bas. Donc, au lieu d'attendre les 500 millions d'habitants, 1,5 million du Gabon, les 1 million, ça ne représente rien. Et on nous dit aujourd'hui que non, 2037, objectif, 40 millions de Camerounais. Parce que si pour être fort, il faut que nous soyons 40 millions pour faire l'émergence. Vous comprenez? Donc, en réalité, on biaise les vrais sujets. Tout ça, c'est de la récréation. M. Macron, lui, s'amuse, mais il sait au fond ce qu'il pense. Oui. Vous comprenez? Alors, oui, je voulais ajouter quelque chose. Pour que les Camerounais comprennent la gravité de la situation que nous vivons. Le mécanisme du franc CFA a été mis en place par la France après la Deuxième Guerre mondiale ou au moment de nos indépendances en s'inspirant du mécanisme qui avait été mis en France par le régime nazi de Hitler quand ils avaient envahi la France et ils tenaient absolument à contrôler la production des richesses de la France. C'est un mécanisme nazi qui a été appliqué aux pays africains pour bien établir leur subordination par rapport à la France. Et ça, on le dit sans émotion, mais rationnellement, en disant qu'aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après, il est temps que nous accédions à la maturité, à l'émancipation monétaire en ayant notre monnaie. Et moi, à la différence de ce que dit mon ami en face, je ne veux pas faire dépendre ça par un accord avec d'autres partis, d'autres pays. S'ils veulent, ils nous rejoindront. Le Cameroun, avec ses 20 millions d'habitants, à la possibilité d'avoir sa monnaie. Alors, je vais vous poser une question simple que se posent certainement beaucoup de Camerounais, pourrait paraître simpliste, mais je la pose quand même. Alors, on a entendu ça dans plusieurs débats à la télé. Regardez comment est-ce que c'est une citation, ils traitent le franc CFA qui ne leur appartient pas vraiment. Comment est-ce qu'ils feront lorsqu'ils auront leur monnaie? Alors, est-ce que lorsqu'on aura notre monnaie, est-ce que le problème du Cameroun, c'est pas d'abord la gouvernance? Est-ce que c'est notre monnaie qui va faire changer les choses? Comment est-ce qu'on traitera notre monnaie quand on l'aura? C'est une question qui se pose beaucoup. Les Camerounais qui écoutent cette émission, qu'est-ce que ça va changer? Écoutez, je pense que ça nous responsabilisera. Vous voyez, souvent dans les familles, lorsqu'on atteint la maturité, le père te dit, vraiment, tu ne vas plus rester là.
va louer ta chambre et tu vas te débrouiller. Et croyez-moi, madame, ça, on n'a pas besoin de dire 2 phrases pour que la personne se prenne en charge. Sache que s'il touche ses 150 000 francs de salaire, il doit mettre de côté 40 000 francs pour le loyer, 60 000 francs pour la ration et l'électricité. Pensez vraiment que sur la notre monnaie, absolument, ça aura un impact, par exemple, sur les détournements, sur la mauvaise gouvernance. Oui, non, mais écoutez, il est évident qu'une mesure comme celle-là doit s'accompagner d'une révision du mode de gouvernance du pays, dont on a vu les résultats sur différents terrains. Aujourd'hui, nous ne disons pas que la monnaie va résoudre tous les problèmes du Cameroun, mais nous disons que la monnaie, le fait que nous ayons notre propre monnaie, devra être accompagné ou nous obligera à adopter un certain nombre de mesures, notamment sur la gouvernance, pour montrer que nous avons une maturité nous permettant de faire avancer ce pays. Parce que, madame, ce pays souffre. Quand je venais ici, là, quand vous voyez tous ces jeunes-là qui sont sur les motos, c'est horrible. Quand vous voyez toutes ces femmes assises au bord de la route, dont la vie dépend du petit étal qu'elle a devant elle. C'est des choses dramatiques et nous ne pouvons pas continuer, hommes politiques ou bien dirigeants de ces pays, à éviter les vrais problèmes. Et le vrai problème, c'est un problème économique parce que pendant longtemps, ces pays, la question centrale était la question politique, politicienne. Maintenant, c'est fini ça. La question centrale aujourd'hui doit devenir la question économique. Et c'est la responsabilité et des dirigeants de ces pays et des hommes politiques de l'embrasser. Étant entendu donc qu'un problème comme celui de la monnaie doit être parmi les premiers problèmes qui doivent être résolus. Edmond Kamga, problème monnaie, problème peut-être de gouvernance aussi dans nos pays, dans nos États? Effectivement, il y a un volet important de la gouvernance sur cette question monétaire. Parce que si on n'est pas prêt à franchir le cap, c'est-à-dire à quitter par exemple la zone CFA et embrasser une nouvelle monnaie, assumer toutes les conséquences et toutes les mesures qui s'imposent avec ce nouveau pas auquel on sera parvenu, ce sera très difficile. Donc il faut se préparer d'abord sur le plan technique et je pense qu'au Cameroun, ce ne sont pas les experts qui manquent à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun dans le domaine monétaire. Les experts ne manquent pas. Je pense que le goulot d'étranglement est politique. Le problème est surtout politique. Est-ce que nos dirigeants, est-ce que les gouvernants sont prêts, n'est-ce pas, à franchir le cap, à franchir le Rubicon, à faire en sorte qu'on s'émancipe, qu'on s'affranchisse, n'est-ce pas, de cette tutelle, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut mettre les guillemets ou laisser les guillemets, mais de cette tutelle qui existe encore de la France vis-à-vis de cette monnaie qui lui appartient. Parce que le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie, ça appartient à la France. C'est pour cela que le compte d'opération est logé là-bas, il peut en faire ce qu'il veut, et nous ne sommes pas du tout libres. Donc il y a cette question de la gouvernance. Il faut qu'on soit prêt à franchir le cap. Et là, ça concerne principalement les responsables politiques. C'est au niveau politique qu'il y a un problème. Sur le plan technique, les experts ne manquent pas. Mais avant d'y aller, il faudrait... Moi, je pense que il faut voir l'expérience des autres pays africains qui ont leur monnaie et qui ont réussi. Parce qu'il y en a qui ont pris une monnaie et ça n'a pas marché. Mais il faut... Les bons exemples, ce sont les bons exemples qu'il faut citer pour pouvoir avancer. Et je pense que le Cameroun peut voir les États africains où les dirigeants ont pu se doter d'une monnaie et puis les choses marchent convenablement. Et je pense que par-dessus tout, il est important pour le Cameroun de travailler avec le Nigeria. Et je suis heureux de ce que dans les commissions mixtes qui sont installées, il y a un renforcement, n'est-ce pas, du dynamisme au niveau de la diplomatie entre le Cameroun et le Nigeria pour renforcer les échanges économiques. Et il me semble même que bientôt, il y a, n'est-ce pas, une convention qui est en voie d'élaboration, on va le modifier, qui va faciliter, n'est-ce pas, la circulation de biens et de personnes entre le Cameroun et le Nigeria pour renforcer les échanges économiques et commerciaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut un partenariat fort entre les pays voisins, mais également entre les pays africains, entre eux, davantage. Oui, Martin Bazing, justement, est-ce que nous sommes prêts à gérer, à avoir ce que j'appelle cette émancipation monétaire avec la gestion que l'on connaît actuellement dans nos pays? Est-ce que nous sommes prêts pour... Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons les compétences, mais nous ne sommes pas prêts. À partir du moment où des règles élémentaires, vous imaginez que dans une maison, je pense que les exemples simples, vous décidez qu'aucun enfant ne sort avant 6 h du matin. Mais tous les jours, les enfants sortent avant 6 h du matin. Les problèmes de gouvernance minent le problème. C'est-à-dire que quand l'étranger vient, quand il voit ça, si c'est un investisseur,
s'il devait mettre 10 billes, il va en mettre 5. Parce qu'il a peur, il ne voit pas. Ce n'est pas normal. Hein? Il y a des gens qui sont PCA pendant 30 ans. C'est des choses comme ça. Quand moi je suis un privé, je veux entrer dans une entreprise pour mettre mon argent, mon capital. Je veux voir comment l'organisation de la société est établie. Vous voyez, je ne peux pas, si on commence à citer aujourd'hui les incohérences qu'il y a. Donc, pour moi, il faut, c'est à la base, avant de parler de, c'est que la sortie, ou bien la sortie du franc CFA, a pour préalable la refonte totale du système des valeurs. Moi, je ne veux pas parler de gouvernance, c'est un très gros mot. Mais les valeurs ordinaires, on ne peut pas dire qu'un directeur d'entreprise a 2 mandats plus un 3e. D'ailleurs, que je trouve le 3e ne sert à rien. Parce que quand vous êtes bon, vous avez fait 3 ans, si vous avez été bon, on vous envoie ailleurs pour renouveler. Mais quelles sont ces histoires-là où, 20 ans, donc tout ça n'est pas crédible au plan économique. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire, par exemple, un business plan de votre entreprise, public ou parapublic, vous allez dans le descriptif, vous allez décrire que ils vont lire, ce monsieur a commencé, il est là depuis 40 ans. Ça n'a aucun sens. Donc il y a ce genre de tas qui font que on se pose la question, maintenant si on a notre monnaie, que se passera-t-il? Donc vraiment, il faut pas, c'est vrai, tout le débat aujourd'hui très émouvant, mais parlons des vraies choses. Nous sommes incapables de respecter les règles. Que nous sommes nous-mêmes fixés. Mais les opérateurs économiques, les débats de fond veulent voir du Cameroun un exemple au niveau de la moralité. L'économie, c'est pas forcément... La monnaie, c'est après. Nous, quand on fait des études, on vous dira que vous commencez, par exemple, sur un patrimoine, le fiscal, le juridique, et puis le financier vient après. Les taux d'intérêt, tout ça, c'est pas parfois important. Ce qui est important, c'est ce qui vient avant. Mais pour moi, le Cameroun n'est pas encore prêt pour ce qui vient avant, le fondamental d'une économie, d'une entreprise, comment on fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qui fait que lorsqu'on parviendra à résoudre ces problèmes-là, du coup, donc, comme la monnaie est une affaire de confiance, les gens vont adhérer à avoir confiance dans notre monnaie. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis personnellement, j'ai peur que nous ne soyons pas prêts pour gérer nous-mêmes notre monnaie. Vous voulez réagir? Oui, non, nous pouvons être prêts. Nous pouvons être prêts. Comment, justement? C'est un drame. Ce que nous vivons depuis 50 ans devrait avoir pour nom la tragédie camerounaise. Je vous ramène en 1973, lorsque les accords de coopération entre la France actuelle devaient être révisés, parce qu'il y a une première mouture en 60 et la deuxième mouture est intervenue en 1973. J'étais étudiant du professeur Chunjan. Et à l'époque, contre toute attente, un débat a été organisé à l'université, on disait à l'époque, du Cameroun. Et sur le podium, il y avait le professeur Chunjan et M. Koula Edouard, qui était directeur du budget. Non, à l'époque, il était directeur du budget. Et nous étions dans l'amphi, ça s'appelle l'amphi 300, l'amphi 300 à l'époque. Et ça avait été vraiment une soirée extraordinaire. Alors, après la conférence, le lendemain, le professeur Chunjan a reçu un appel. On lui demandait, est-ce qu'il croit qu'il est plus intelligent que les personnes qui ont signé cet accord-là? À la fin de l'année, on l'a affecté ici, à Douala, pour qu'il se suicide. Donc, c'est une tragédie. Ce n'est pas... Voilà. Ce dont nous avons... Ce à quoi nous avons à faire face aujourd'hui n'est pas un jeu de billes. Il faut comprendre qu'un État comme la France, qui est un État de sous-développement, il va tend à se développer, tient absolument à rester accroché par un certain nombre de mécanismes à ses anciennes colonies, d'où il tire des ressources lui permettant d'amoindrir le choc des déficits sociaux, de ces déficits sociaux. Quand vous voyez par exemple toute la protection dont peut bénéficier Bolloré, c'est bien parce que les bénéfices qu'il fait, il les renvoie chez lui. Le compte d'opération sert principalement à compenser ces déficits sociaux-là. Si aujourd'hui, nous retirons l'argent que nous avons, nous payons déposer dans le compte d'opération, le Trésor français va default, on va dire default, et la France va s'écrouler. Donc, ils ne vont pas nous faire des cadeaux, c'est à nous à prendre nos responsabilités. Donc, prêt ou pas, selon vous, il est temps de quitter cette zone française? Je me demande bien si nos dirigeants tels qu'ils sont connus, parce qu'il faut appeler
échappe à son nom, hein. Je me demande si des dirigeants qui s'éternisent au pouvoir peuvent avoir le courage de poser ce genre d'acte, alors qu'ils n'ont pas le pouvoir, le courage de laisser le pouvoir. Et vous comprenez finalement que c'est une situation qui est entretenue par la France. Donc, parfois, la France a fait semblant de promouvoir la démocratie, de promouvoir les droits de l'homme, mais en réalité, n'est-ce pas, le fait que ces personnes très âgées s'éternisent au pouvoir arrange les affaires de la France. Parce que pour avoir le courage d'oser, je crois qu'il faut être aussi un peu jeune. Si vous avez 80 ans, 82, 84 ans, pourquoi encore oser? Autant mieux attendre vos derniers jours là où vous trouvez. C'est ça qui est la question. Alors, on va sortir par là. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Martin Ombazing, aujourd'hui? La monnaie n'est pas le miracle africain, mais peut-être que ce serait un début de solution pour tous les problèmes que nous rencontrons économiquement aujourd'hui. Non, c'est un début de solution. Enfin, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une évidence que le problème de la dévaluation, il y a derrière nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas, que ce soit techniquement, que ce soit dans des études, bon, il n'y a pas de raison. Ce que je veux dire, c'est... M. Bidigui l'a assez dit tout à l'heure. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous devons... Il n'y a même pas d'alternative. Nous devons sortir de cette histoire. Sauf que vous venez de me dire qu'on n'est pas prêt. Non, c'est dans la gouvernance. Vous ne m'avez pas compris. C'est dans la gouvernance. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai dit ceci, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas refaire une autre déclaration. On ne devait pas être d'accord de faire une autre déclaration. Mais nous devons sortir. Mais avant de sortir, il faut c'est très facile. Vous faites un an, vous dites état généraux de je ne sais pas trop quoi, social. On en a eu beaucoup, vous savez. On ramène. On voit ce qu'on n'a pas respecté, on respecte. D'abord, respectez les tests qui sont là, vous les respectez d'abord. Une fois que vous les respectez maintenant, la monnaie, c'est on décide de sortir aujourd'hui, on sort aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il faut sortir de cette histoire pour que, dans 3 ans encore, qu'on ne parle plus d'un possible ajustement ou alors d'un possible dévaluation. Célestin Bidigui, les préalables, ils sont costauds. S'il faut faire des états généraux pour revenir sur tout ce qu'on a comme blocage, il faudra du temps pour... Oui, il faudra du temps, mais il faut qu'au préalable, nous-mêmes, nous sachions à quoi nous avons à faire face. Nous avons à faire face à une volonté permanente de contrôle de nos pays par un certain nombre d'intérêts ou de pays. Quand vous voyez cet épisode que nous vivons, ramener le Cameroun au plan d'ajustement structurel pour une dotation annuelle de 100 milliards de francs, c'est que tout simplement, ces gens-là étaient gênés de ne plus tenir le Cameroun quelque part, il fallait l'y ramener. Parce que rien, aucun indicateur, aucune variable économique ne pouvait justifier que le Cameroun rentre en ajustement structurel. Nous avons un taux d'endettement qui avoisine les 30%, c'est pas si mal. Nous avons une croissance, qu'on le veut ou non, qui est entre le 4% et 5%. La France a une croissance de 0,5%. Nous avons une balance commerciale ou bien une balance de paiement qui est déficitaire de l'ordre de 0,3%. C'est-à-dire tout élément qui ne peut en aucune manière justifier que le Cameroun rentre en ajustement structurel. Mais maintenant, comme dans le pays, le pays s'est installé dans une espèce de culture de faire plaisir à. Vous avez vu, il y a quelques années, quelqu'un, je ne le citerai pas ici, sur le perron de l'Élysée, a proclamé qu'il était le meilleur élève d'eux. Et puis, la traduction dans les faits, je ne cite pas de nom, la traduction dans les faits, c'est quoi? Vous voyez tous les cadeaux que l'on fait à un certain monsieur Bolloré. Vous voyez? Et le dernier étant que nous, on s'est endetté pour construire notre port. Nous avons géré un port ici pendant 50 ans. On finit de s'endetter pour gérer notre port. Et voilà ce monsieur qui sort tout à coup du bord, on dit que c'est lui qui va le gérer. Pourquoi ça? Attendez que je vais finir. Oui. Ça, c'est le cadeau à la France. Les APE, l'Union européenne se présente à notre porte pour dire qu'il faut qu'on lui ouvre l'entrée de notre marché, quitte à ce que ça tue nos industries naissantes. Qu'est-ce qu'on fait? On préfère se détacher du troupeau des autres pays de la sous-région. On signe ça. Entre le 24 décembre dernier, Madame Lagarde vient, elle voit qu'il y a un problème de tension de trésorerie.
plutôt que d'adresser, comme on dit, le vrai problème, parce que le vrai problème, c'est celui du paiement du service au service de la dette, qui est maintenant de 727 milliards de francs, alors qu'il y a 3 ans, il était égal à la moitié. Et cela est dû tout simplement parce que le ministre des Finances fait des coûts. Il privilégie les modes d'endettement les plus onéreux dans lesquels il perçoit lui-même quelque chose. Parce que quand c'est une déclaration qui vous engage. Allez-y. Alors, vous voyez, non, mais ça, je le dis. Alors, quand vous voyez que, vous savez que pour financer avec des fonds extérieurs une économie, il y a les dons qui sont à un taux 0%, il y a les prêts concessionnels qui sont à 0,5%, 1,5%, il y a les prêts, les pré-projets qui sont à 3% et les prêts non concessionnels, en principe, dans un pays qui a la structure du Cameroun, c'est 4%. Mais quand à côté de ça, vous voyez que pour faire un endettement, prendre les prêts non concessionnels, on s'en va chercher des eurobonds à 9,6%. Il y a 5 points là, 5 points d'intérêt. Ces intérêts-là, ils sont perçus et reversés, vous pouvez imaginer où. Alors, c'est ça. Là, on a fait également cadeau on fait cadeau à des personnes comme ça. Là, on s'est dit non, il faut faire attention. On a fait cadeau à la France, on fait cadeau à l'Union européenne, on fait maintenant cadeau à nouveau au Fonds monétaire national. Ça ne va pas tout. Alors, madame, les préalables que vous demandez, c'est d'abord la prise de conscience par les Camerounais de ce que l'équipe qui est en place a certainement fait. Disons qu'ils ont fait ce qui pourrait être le mieux. Mais malheureusement, on dit en bantou, en langue bantou, que quand tu es perdu dans la forêt et que tu cherches le chemin pour aller au village, tu arrives 2 fois au pied du même arbre, ça veut dire que tu es perdu. Alors, je veux que le président de la République prenne conscience de ça, à défaut de renouveler l'équipe qui l'entoure. Et d'ailleurs, je ne vois pas l'équipe économique qui l'entoure, parce que quand vous regardez dans les autres grands pays, on sait très bien quelle est l'équipe économique du président. À un moment donné, nous avons eu Onarené, nous avons eu Dioro, il y avait des interlocuteurs. Maintenant, je ne sais pas, il n'y a personne. Au niveau du Premier ministère, je ne sais pas, il y a deux agrégés là-bas, je ne sais pas à quoi ils font, sinon de la simple administration. Aujourd'hui, il y a un énorme déficit d'expertise à ce niveau-là, et c'est eux qui nous entraînent là où ils vont. Si le président ne peut pas revoir le casting de ceux qui ont en charge le dossier économique du pays, je pense que il faudrait peut-être que lui-même tire la conclusion qui pourrait s'imposer. Merci à vous d'avoir réagi sur ce sujet. On va passer au second de ce jour. Je reparlais donc de ce décès suspect de l'évêque de Bafia. C'est un sujet qui a également fait la une de la presse cette semaine, largement traité par les journaux. Et donc, dans un autre communiqué, les évêques ont effectué le 10 juillet une autre sortie qui apporte des éléments nouveaux sur l'évolution de cette affaire. On a par exemple appris que la conférence épiscopale avait décidé de ne pas réceptionner le corps de l'évêque de Bafia. À ce sujet, Edmond Kamga, la nouvelle expression, a titré l'Église catholique présente son rapport. Ailleurs, on a lu les évêques refusent de réceptionner le corps. Qu'est-ce que vous avez pensé du traitement fait par la presse cette semaine sur cette actualité? Je crois que la presse camerounaise, notamment les médias privés, rendent compte de manière régulière, quotidienne, et parfois hebdomadaire pour les hebdomadaires, d'une situation réelle qui est tragique, et qui a commencé depuis qu'on a retrouvé le corps de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui a disparu et qui, selon l'Église, a été brutalement assassiné. Et selon le procureur général après, n'est-ce pas, la cour d'appel du centre, Jean-Fils Tabac, qui parle dans son communiqué qu'il n'y a pas de trace de violence et que malgré tout les enquêtes sont en cours. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas très claires. Qui ne sont pas très claires. En tout cas, il y a une véritable contradiction entre le discours de l'Église catholique du Cameroun et ceux qui sont en charge des enquêtes, des investigations. Espérons que d'ici là, parce qu'on est dans une sorte de ping-pong, c'est-à-dire les autorités officielles ont un discours qui minimise, banalise, à la limite, envisage, comme ils l'ont si bien dit dans leur communiqué, la cause probable qui serait la noyade, mais l'Église revient, n'est-ce pas, dans sa déclaration et reconfirme ses propos. Il a été brutalement assassiné. Alors, permettez-moi de vous relancer, Edmond Kamga. Dans la presse également, on a eu l'impression que
les analyses vont dans le sens d'une église catholique ou alors d'une conférence épiscopale qui se radicalise. C'est également le sentiment que vous avez? Je ne pense pas que l'église se radicalise. L'église est juste constante. L'épiscopat est constante sur sa position. Elle maintient tout simplement sa position. Et je ne vois pas de radicalisme. Quelqu'un prend une position sur la base, j'imagine, des faits. Et ils l'ont dit, le moment venu, ces faits-là, ces preuves-là, ils peuvent le montrer, n'est-ce pas, à qui de droit et même à l'opinion publique. Donc, l'Église, l'épiscopat a pris une position claire. Et ce qui est intéressant dans la nouvelle sortie ou le nouveau communiqué de l'épiscopat, c'est que cette fois-ci, elle est adossée à une autre assemblée. Avant, c'était la conférence épiscopale nationale du Cameroun seulement. Aujourd'hui, on a l'association des conférences épiscopales nationales d'Afrique centrale. C'est-à-dire, les 6 pays de la région, l'équivalent des pays de la CEMAC, se sont assis, les évêques se sont assis, ont validé, n'est-ce pas, ce communiqué. Et pour vous dire, pour l'impact diplomatique, c'est que ce communiqué qui est adossé à la conférence épiscopale nationale du Cameroun, vous savez que l'Église catholique, c'est un État, c'est le Vatican, qui suit de près l'évolution de la situation. Et je peux vous dire ici que, contrairement aux autres cas d'assassinat des prêtres, des évêques, des religieux et religieuses auxquels on a assisté dans ce pays, tous les croient, cette situation ne va pas s'achever comme les précédentes. Sur la question. Je suis un peu surpris de la manière dont la presse se laisse distraire par, n'est-ce pas, les pouvoirs publics en ce qui concerne cette affaire. Voyez-vous, jusqu'à présent, on s'en tient à une seule piste, c'est-à-dire que au résultat de l'autopsie, et le communiqué, le procureur général publie un communiqué, l'Église fait un contre-communiqué, alors qu'il y a d'autres pistes qu'on aurait pu explorer. Par exemple, jusqu'à présent, personne ne nous dit ce qui s'est passé cette nuit où l'évêque est parti de chez lui. Personne ne nous dit dans quelles circonstances le prêtre s'est retrouvé dans l'eau. Parce que quelque chose est évident, même si on doute des résultats de l'autopsie, tout le monde sait qu'il a été retrouvé dans l'eau. Alors, il me semble que l'Église catholique a commis une erreur stratégique. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, si l'Église avait porté plainte formellement, elle ne devait plus être aujourd'hui en train de se contenter simplement des faits qui sont contenus dans un communiqué publié par le procureur général. Si l'Église avait porté plainte, effectivement, l'Église pouvait avoir accès au dossier et, n'est-ce pas, demander que les résultats soient organisés autrement, les résultats de l'enquête. Donc, pour l'instant, je plains beaucoup l'Église parce que, de tout ce que l'Église dit pour contester le communiqué du procureur général, je suis désolé, on n'a pas encore vu les preuves. Il y a peut-être, on s'en tient aux propos, aux déclarations, n'est-ce pas, de l'archevêque, voilà. Mais on n'a aucune preuve matérielle. L'épiscopat nous dit qu'ils ont vu le corps qui était qui avait des traces de violence. C'est une déclaration. Or, si l'Église avait entrepris une démarche de départ en portant plainte, on pouvait avoir les preuves de cette violence sur le corps. Bon, maintenant qu'on a procédé à 2, 3, 4 autopsies, avec toutes les manipulations qu'il y a sur ce corps, quels sont les éléments qui vont nous permettre effectivement de se rassurer qu'au moment où on sortait le corps de la mère, il y avait des traces de violence? Nous n'avons même pas pu avoir de la part de l'Église la simple photo, une simple image du corps avec les traces de violence. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, il y a eu une erreur stratégique de mon point de vue. Et jusqu'à présent, l'Église n'a pas les moyens pour, n'est-ce pas, nous produire les preuves de ces propos. Dans ce cas, seulement quand on a entendu Samuel Nzigi, Monseigneur Samuel Cléda, dans certaines interviews, il a clairement indiqué que le moment n'était pas encore indiqué pour l'Église catholique de sortir des éléments de ce qu'elle déclarait. Ça veut dire que, quelque part, l'Église pense pouvoir apporter des preuves aujourd'hui de ce qu'elle déclare. Oui. Encore que, je vois dans cette histoire de Monseigneur Benoît Bala que je connaissais, et d'ailleurs je dois vous dire que
Le corps a été, je vis chez moi à Monatello pour la Sandaga, et le corps a été retrouvé à en amont de chez moi. C'est la dernière crique qui a sur la Sandaga avant la mienne. Ça fait qu'elle aurait bien pu se retrouver, le corps, il aurait bien pu se retrouver dans la crique qui est devant mon domicile, et je crois que j'aurais été un bon client pour vous à cette occasion. Mais vous êtes là aujourd'hui. Alors je dis, mais je suis, c'est-à-dire c'est une histoire qui suscite la plus grande confusion, parce que il y a un mélange de rôles là. Je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes devant un cas de décès, et tous les officiers de police judiciaire, tous les procureurs et autres savent quelles sont les procédures qui sont suivies. Il y a l'enquête de police, ensuite le procureur s'est saisi du dossier, il prononce sa position, un non-lieu, ou bien il dit non, il y a meurtre, et puis ça continue. Là, je ne sais plus où on est là maintenant. Je suis très très gêné par tout ce qui se passe. D'autant plus que il y a ici une confrontation entre deux pratiques. Et malheureusement, et là, le gouvernement est pris à son propre piège. Son propre piège, pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où, quand il y a un cataclysme ou quand il y a un drame, on essaie toujours de cacher la vérité. Toujours. Il y a un accident comme à Edea, à Ezeka, il y a eu 200 morts. Moi, je suis allé voir cette histoire. J'ai vu ces wagons qui étaient dans ce petit ravin. Quand on m'a dit qu'il y a eu 118 morts, vraiment, j'ai dit, oh. Bon, on a continué à dire officiel. Même lorsqu'on a rendu public le rapport, la page, la rubrique qui manquait, c'était le nombre de morts et leur nom, dans ce fameux rapport final qui a été publié dernièrement. Il y a cette culture-là, la culture de la dissimulation. Alors, parce qu'on croit, ça date depuis longtemps, parce qu'on croit que de cette manière, l'opinion ne va pas s'émouvoir. Bah, aujourd'hui, à ce jeu-là, le gouvernement est pris au piège. Ils ne veulent pas dire la vérité, ou ils se mêlent des choses dont ils ne devraient pas se mêler, alors que les techniciens de base, commissaires de police et autres, et gendarmerie, si on veut, et peut-être le procureur nous aurait éclairé, on nous aurait donné tous les éléments factuels, mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a intérêt à ce que la vérité ne soit pas sue? Je ne sais pas. Martin Obazing, sur la réaction de l'Église catholique, ou alors des évêques plus précisément jusqu'ici, comment est-ce que vous l'apercevez? Vous présentez-vous aussi peut-être une erreur stratégique de procéder par simple communiqué aujourd'hui? Enfin, cette affaire est tellement complexe et compliquée pour moi que les tournures qu'elle prend surprennent déjà, parce qu'en réalité, vous savez, ça nous suit toujours. C'est notre façon de procéder, notre façon de gérer. Bon. D'aucuns vous diront que pourquoi est-ce que ça crée autant de remous, alors que par le passé, il y a eu des gens qui sont ici. Donc en fait, ça nous suit toujours. Et on parle de gouvernance. C'est la gouvernance, c'est pas autre chose. Donc vraiment, moi je ne suis pas un expert. Vraiment, Monseigneur Bala, d'ailleurs, il a été mon professeur au séminaire Saint-Thérèse en Volée à l'époque. Que son âme se repose en paix. Tout ce qu'on est en train de faire là, vraiment. Vous pensez que vous pensez on serait passé sur l'affaire déjà? Non, vraiment, si on voulait que la vérité soit étalée sur la place publique, on l'aurait déjà fait depuis. Je veux dire que une justice, c'est très important, un pays, la justice. Un pays où la justice, où il y a des hésitations, parce que là c'est un problème d'hésitation. Et puis bon, je ne vais pas entrer dans les aspects purement techniques et autres, mais ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que dans la pratique de la justice au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que sous d'autres cieux, c'est une affaire en moins d'une semaine. On avait déjà des rapports, des rapports de communication, des rapports par le procureur. Mais quand on met 3 semaines, 4 semaines, et puis après qu'on dise que, et puis maintenant c'est mon cher qui dit, moi je pense que c'est un cirque vraiment qui désole encore une fois plus l'image du Cameroun. Edmond Kamga, certains ont commenté en disant que l'Église catholique ou à la conférence épiscopale, enfin un peu trop, qu'il était peut-être temps de collaborer avec les pouvoirs publics, tous ceux qui mènent l'enquête pour trouver la vérité, mais pas de ce bras de fer auquel on assiste depuis quelques jours. Quel est votre avis sur la question? Je ne comprends pas le sens de cette façon de voir les choses, c'est-à-dire collaborer, que l'Église collabore avec le gouvernement, dans quel sens?
collaborer pour valider la thèse officielle de la noyade ou pour autre chose. Moi, je suis pas d'accord avec Jean-Marie Tchatchoua, mon ami et confrère, lorsqu'il dit que l'Église a comme une œuvre stratégique. Vous ne savez pas ce qui se passe au sein de l'épiscopat. Vous n'êtes pas dans leur stratégie. Quand vous lisez, parcourez encore leur deuxième sortie, le deuxième communiqué, par rapport aux preuves éventuelles qui peuvent être présentées le moment venu. Non, en fait, je voudrais dire ceci. L'Église catholique n'a rien exclu comme hypothèse, comme possibilité de revendiquer jusqu'au bout, c'est-à-dire la vérité dans cette affaire. Tout à l'heure, vous insistiez sur le fait que pourquoi l'Église n'a pas porté plainte. Elle a encore le temps de porter plainte. Qui vous dit que cela ne fait pas partie de sa stratégie? Au cas où au cas où il y a blocage total. Donc, c'est encore possible de porter plainte. Vous savez, j'ai rappelé tout à l'heure même que l'Église catholique, c'est une institution divine. C'est également une institution humaine. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt qu'il y a un État derrière l'Église catholique. Et quand on tient compte du fonctionnement d'un État, il y a des manières de faire dans un État. Parce que ici, au-delà du fait que l'Église catholique, qui est au Cameroun, a une hiérarchie, il y a le fait que cet épiscopat camerounais, qui répond au nom de l'Église, a un devoir, non seulement vis-à-vis des fidèles. D'abord, ceux qui sont directement concernés, c'est les fidèles du diocèse de Bafia. Nous ne l'oublions pas. Ceux qui pleurent, qui sont les plus endeuillés aujourd'hui, c'est le diocèse de Bafia. Et au-dessus d'eux, c'est l'ensemble des fidèles de l'Église catholique qui est au Cameroun. Et au-dessus du Cameroun, il y a l'État du Vatican qui travaille sur le plan diplomatique avec l'État du Cameroun. Donc il faut voir dans cette affaire plusieurs couloirs. Il y a un couloir diplomatique. Il y a un couloir, comme ça se passe en ce moment, des enquêtes administratives. J'allais dire, le ping-pong que vous observez entre les communiqués du procureur général et puis de l'autre côté la réaction de l'épiscopat. Mais qui vous dit que demain, il n'y aura pas la déportation, j'allais dire le transfert de ces débats sur le terrain judiciaire? Parce que ce n'est pas exclu du tout. Ce que je veux dire, c'est que en réalité, le timing est important dans cette affaire. Parce que si vous portez plainte, alors que les traces, les preuves ont déjà disparu, vous n'aurez pas d'armes pour vous défendre. Je veux dire, M. Biziki a parlé tout à l'heure du procureur. De procédure. Alors, le procureur de la République n'est pas indépendant. Les policiers qui mènent l'enquête ne sont pas indépendants. Ils sont au service de l'État. Ils représentent l'État. Et je suis surpris, si vous voulez, de la surprise de l'Église. Parce que l'Église connaît bien l'État. L'Église est censée savoir que la vérité ne viendra pas de l'État. L'Église aurait dû prendre les dispositions pour anticiper sur une éventuelle manipulation de l'État par rapport à la vérité. C'est de ça qu'il est question. Quand vous avez une affaire comme celle-là, et vous saisissez par exemple un juge d'instruction, sur le plan de l'organisation judiciaire, le juge d'instruction n'est pas hiérarchiquement soumis à qui que ce soit. Il est indépendant. Mais si vous laissez l'affaire au ministère public, c'est l'État qui s'est auto-saisi. Donc l'État mène son enquête et rend compte à sa hiérarchie qui lui donne la conduite à tenir. Et je peux vous rassurer que même pour que ce communiqué soit signé par le procureur général, il faut que le procureur général ait l'ordre de la chancellerie. Oui. Donc vous comprenez, si vous êtes l'Église catholique dans un contexte comme le nôtre, avec tous les antécédents, et vous permettez de dire que bon, voilà, vous croisez les bras, vous attendez l'État va vérifier, va nous apporter les preuves, nous avons les preuves, mais nous attendons que l'État nous dise la vérité. Pour moi, ça paraît un peu surprenant. Donc, l'Église catholique, à mon sens, aurait pu faire mieux que ce qu'elle est en train de faire. Et c'est ça, Benzigui, lorsque les évêques, par exemple, font savoir qu'ils n'ont pas réceptionné le corps, qu'ils ne le feront qu'après identification, est-ce que vous n'y voyez pas, vous, de la radicalisation? Oui, c'est sûr que c'est une posture radicale, quoi qu'on dise. Mais s'ils en arrivent là, connaissant la prudence, qui est considérée comme l'une des vertus, qui est considérée par les catholiques comme
l'une des vertus capitales. Il y a certainement une raison à cela. Ce n'est pas des personnes qui agissent sans avoir bien sous-pesé le pour et le contre. C'est une attitude. Lorsque j'ai pris connaissance de cela, j'ai dit, s'ils en arrivent là, il y a quelque chose. La question qu'on peut également se poser en temps basing, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a eu beaucoup de meurtres non élucidés, des membres du clergé qui ont été assassinés. Mais on est un peu surpris quand même par cette posture de l'Église, cette constance dans à faire la lumière sur ce décès. On peut se demander qu'est-ce qui a changé depuis ces années-là. Je poserai la question également à Edmond Kamgia, qui a une bonne connaissance de l'Église catholique. Mais déjà, vous, est-ce qu'on peut quand même se poser, c'est la qualité des hommes à la tête aujourd'hui, par exemple, de la conférence épiscopale, Monseigneur Samuel Cléda. Qu'est-ce qui a changé? C'est le meurtre de trop. Il fallait qu'on atteigne un jour le Rubicon. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui d'avoir cette position tranchée de l'Église? On a vu des meurtres qui n'ont pas été élucidés, ça n'a pas fait autant de bruit. Non, je pense certainement qu'il y a ce côté-là des hommes qui occupent, vous savez, l'Église et la politique marchent main dans la main. Et le fait que le président soit aujourd'hui, vienne du littoral, ça n'a pas la même connotation que lorsque c'est un président qui vient de Yaoundé. Donc c'est déjà un premier point qu'il faut relever. Le second point, c'est que, je le dis souvent, lorsqu'on fait des analyses en économie, une courbe ne peut pas descendre, ou alors monter, un jour elle descend. Elle descend. Vous comprenez? Donc tout ce qui se passe là, c'est pour moi la signification d'un ras-le-bol naturel. C'est-à-dire que je ne sais pas, mais Monseigneur Bala n'est pas plus Monseigneur que les autres. C'est d'abord un prêtre. Mais j'ai bien l'impression que c'est quelque chose qui est un peu de trop. Un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Et en même temps, vous voyez les hommes qui sont au devant de la conférence aujourd'hui, c'est des hommes de caractère. Des hommes qui n'ont pas peur de dire, l'homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, et qui a du respect. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, pour que l'on vous donne le respect, il faudrait que vous soyez quelqu'un de respectable. Monseigneur Cléda, l'archevêque de Douala, est très respecté, même pour nous qui sortons de Yaoundé. Il est respecté de tous les catholiques. Je pense que sa posture aujourd'hui, la manière dont il fonctionne, il n'a jamais communiqué autant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est ça qui nous fait penser que, comme disait Chebizigila, c'est qu'il ne peut pas s'hasarder. Il ne peut pas, sinon. Et puis, contrairement à mon ami, je pense que l'Église, comme disait Mobutu, c'est fait pour faire la messe. C'est-à-dire que dans un système normal, c'est pas l'Église de venir faire des stratégies pour faire des enquêtes de quoi. Quand un état normal, quand il y a quelqu'un qui est mort, laisse-moi finir, il y a quelqu'un qui est mort, et il y a des institutions qui sont là, des administrations qui sont là pour faire le job. Donc, l'Église ne va pas commencer à courir pour mettre une enquête. Vous comprenez? Que l'Église laisse dans les communiqués et aille faire sa messe. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous ne pouvons pas accepter cela. Et puis l'Église a décidé de ne pas accepter cela. Donc, il peut y avoir des couacs dans la stratégie, comme tu le dis, mais personne aujourd'hui ne pourra dire à l'Église que vous en faites trop. Ceux qui le disent, vraiment, ils n'aident pas le Cameroun, ils n'aident pas la société camerounaise. On ne doit pas continuer à tuer les gens, parce que nous sommes dans un plateau là maintenant. Imaginez-vous que parce que vous avez dit des choses qui ne sied pas, à tel ou tel, on sort du studio, on tire sur vous. Mais c'est pas normal. Il faut quand même que si ça se passe, qu'on arrive à faire ressortir la vérité. Ce n'est que ça. Dire maintenant que l'Église n'a pas eu une bonne stratégie, je pense que l'Église, c'est pas son rôle. Oui, je veux dire, je m'en tiens d'abord sur les textes. Vous savez, dans la première déclaration de l'épiscopat, ils ont dit clairement que c'est un mort de trop. C'est écrit, un mort de trop. Et ils ont cité tous les autres cas des prélats assassinés. Prêtres, évêques, monseigneurs Plumet, les sœurs de Ndjoum. Ils ont cité tous ceux-là qui ont été assassinés, tués dans des conditions non encore élucidées à ce jour. Ils ont estimé qu'avec monseigneur Mbala, c'est un mort de trop. Ça, c'est écrit dans leur déclaration. La deuxième chose qui peut expliquer, n'est-ce pas, cette constance dans la position de l'épiscopat, c'est que de plus en plus, on a des jeunes évêques qui viennent de toutes les régions du pays, qui ont un parcours et qui ne veulent pas mourir dans les mêmes conditions que leurs prédécesseurs. Vous savez, quelque chose, c'est-à-dire, et ça c'est humain. Vous savez,
Dans le passé, il y a eu au sein de l'épiscopat camerounais, je ne veux pas rentrer dans certains détails, pour dire dans toutes les associations, dans tous les milieux, il y a toujours des forces qui se neutralisent. C'est-à-dire il y en a qui estiment qu'il faut aller jusqu'à tel point, d'autres qui disent non, on ne peut pas aller jusqu'à tel point. Au sein de l'épiscopat, comme dans d'autres structures, ça existe. Mais cette fois-ci, nous avons clairement le sentiment qu'il y a une sorte de majorité ou d'unanimité autour d'un certain nombre de valeurs sur lesquelles on ne peut pas négocier. On ne négocie pas sur la vie d'un homme. La vie est sacrée. Et quelles que soient vos positions politiques, religieuses ou autres, on ne négocie pas. Alors on cherche la vérité. Et c'est ce que l'épiscopat est en train de faire dans le cas d'espèce. Et ça peut expliquer pourquoi l'Église, sur cette question, est ferme pour chercher la vérité et veut savoir ce qui s'est passé avec Monseigneur Bala. On sortira par là, Jean-Marie Tchatchan, vous qui semblez douter un peu de cette stratégie, jusqu'où peuvent aller les évêques aujourd'hui? Vont-ils tenir jusqu'à la fin, jusqu'à la vérité? Je ne sais pas si l'Église peut aller plus loin que de se contenter de contredire les positions de l'État dans cette affaire. J'aurais même pu dire que l'Église, pourquoi pas, pouvait même marcher. Parce que vous allez me dire que son rôle est dans les prières. Au départ, il demande de prier. Mais l'Église, pour frapper les esprits, aurait même pu appeler les fidèles à marcher pour, n'est-ce pas, que cela ne se reproduise plus. Donc, pour l'instant, on observe de voir comment l'Église va se comporter, mais tel que c'est parti, et tel que j'observe, n'est-ce pas, l'évolution des événements, et je vous dis, je doute que l'Église puisse avoir des preuves plus tard à nous produire pour nous conforter dans ces positions. Quand vous regardez la situation, M. Bendigui, vous pensez que l'Église pourrait aller plus loin? Vous savez, dans le fonctionnement de l'Église, il y a ce qu'ils appellent, dans les exercices spirituels, les vertus cardinales. Il y a la prudence, il y a la justice, il y a la force, il y a la tempérance. C'est les 4 vertus cardinales à l'intérieur de laquelle l'Église inscrit toujours son action. Dans une situation comme celle-là, et quand on applique cette grille-là, on se dit bien qu'il y a des limites que l'Église ne franchira pas. Oui. Les actes qu'il pose aujourd'hui sont des actes de conscientisation. Mais autant que je peux l'admettre, ils n'iront pas jusqu'au point à un point de confrontation. Principe de tempérance leur dicte. Mais ce qu'ils font est essentiel. Ils éveillent les esprits et ceux-là qui peuvent être les auteurs de ce type d'actes doivent comprendre qu'à l'avenir, qu'il ne faut plus qu'ils s'y essayent. Mais en tout état de cause, l'État doit la vérité aux Camerounais. Oui. L'État doit la vérité aux Camerounais. La justice camerounaise doit la vérité au peuple. Il n'y a personne d'autre vers lequel le peuple peut se tourner. Et c'est avec ces paroles assez intelligentes que nous allons donc refermer ce sujet-là. Un mot pour le dernier. Ce n'est pas un sujet en tant que tel. On aurait pu en parler juste après le sujet sur le franc CFA, puisque ça concerne le président français. Mais juste un mot. C'est une déclaration du président français qui a beaucoup fait couler donc dans la presse cybernétique, sur les réseaux sociaux. Le président français qui a donc fait une déclaration en marge du G20 à Hambourg. Il a parlé du défi démographique de l'Afrique aujourd'hui en évoquant les 7 ou 8 enfants par famille. Je vais commencer par vous, Matan Basile. Vous avez certainement entendu parler de cette polémique qui a, je le disais, qui continue de secouer la toile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le président Macron a dit une parole de trop? Est-ce qu'il a été, comment je vais dire ça, maladroit dans cette déclaration? Vous savez, le président Macron, bon, c'est vrai que c'est un jeune, mais si vous vous souvenez ce qu'il avait raconté pour le cas de l'Algérie, donc si vous voyez, en moins de 6 mois, il a déjà fait beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Non, je pense que c'est toujours ces gens qui nous prennent pour ce que nous ne sommes pas. Non, un pays africain comme le Cameroun se doit d'avoir une croissance démographique. Moi, quand j'ai fait des économies, le premier facteur de la croissance économique, c'est les hommes. Moi, si j'étais président de la République, je ferais l'inverse. C'est-à-dire que je motiverais une politique de natalité pour que en 2035, nous soyons 40 millions.
Quand nous sommes déjà 40 millions, 50 millions, même ces Français-là, ils pourront encore plus pour venir faire chez nous. Quelle est cette histoire? 40 millions pour quelle ressource? Mais nous sommes des travailleurs. La Chine, l'Inde, ils font comment? C'est grâce donc à cette dynamique de la démographie que nous allons créer davantage. Pas des richesses qui viendront, parce que le véritable problème est là. Lorsque vous avez une monnaie qui est faite, par exemple, et que vous ne pouvez pas acheter à l'étranger, vous faites comment? Vous consommez et vous consommez localement. Donc ne pensez pas que si nous sommes 40 millions de Camerounais, les gens vont mourir de famine. Non, au contraire, nous allons doubler, tripler, quadrupler nos productions pour que chacun puisse manger. Donc là encore, c'est une assurité. Le Cameroun se doit de rapprocher la RDC et d'être proche du Nigeria pour être un grand pays. J'ai été très surpris par cette déclaration de Macron, mais en réalité, il faut dire qu'il s'inscrit dans la dynamique que ses prédécesseurs ont souvent posée en donnant des leçons aux Africains. Voyez-vous, Chirac avait dit que la démocratie c'était un luxe pour l'Afrique, Sarkozy a dit que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire, et lui vient nous dire que nous approchons beaucoup. Alors, voyez-vous, j'ai regardé les pays les plus peuplés du monde. Oui, c'est les plus riches. C'est les plus riches. Oui. Et dans ces pays, il y a un seul pays africain, le Nigeria. Oui. Qui est aussi le plus riche africain, avec l'Afrique du Sud. Oui. Donc vous comprenez que à partir de là, son argumentaire s'écroule comme les châteaux d'État. Automatiquement. Je parle sous le contrôle de M. Monsieur Medjiki, qui va ressembler à la question. Oui, mais je pense qu'il s'agit d'une macronade de plus. Cela plus d'intérêt parce que il y a dans la science économique moderne et actuelle, moi j'inviterai M. Macron à aller la revisiter. Il y a une notion qu'on appelle le dividende démographique, qui est la ressource que génère une population, pour autant où on l'emploie. Et dans le cas du Cameroun, c'est déjà un avantage comparatif si nous voulons atteindre l'émergence à l'horizon que nous fixons. On ne peut pas aujourd'hui nous demander de nous démunir, de nous désapproprier cet héritage, ou enfin, ce potentiel pour des raisons qui ne sont pas... Vous voyez vraiment quelqu'un qui n'a pas de revenus avoir 7 enfants, je prends 7-8 enfants au Cameroun, qui n'arrive pas à manger à sa faim. Il faut peut-être prendre ça au bas niveau. On va y arriver. Alors prenons le chemin lumineux là, à travers les chiffres. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons des ressources propres de l'État qui sont de 3100 milliards de francs et des dépenses fixes qui sont de l'ordre de 2800 milliards. Ce qui fait qu'il n'y a qu'un volant de 300 milliards de francs qui peut être réservé à l'investissement, alors qu'on peut un budget d'investissement de 1 milliard 500, 1500 milliards. En revanche, lorsqu'on regarde de près ces chiffres, on se rend compte que le ratio de consommation de ressources d'État par les dépenses fixes est de 88%. C'est trop élevé. Mais si on le ramène au niveau, il doit être, c'est-à-dire 30%. Aujourd'hui, le budget du Cameroun ne devrait pas être de 4 000 milliards de francs, il devrait être d'à peu près 6 000 milliards de francs. Avec les 6 000 milliards de francs, le Cameroun a la possibilité d'avoir un PIB au lieu de 19 000 à l'heure actuelle de 42 000 milliards de francs. Et quand on voit 42 milliards de francs, et quand on voit la population que nous avons, ça fait un revenu d'à peu près 2 300 000 par habitant. Nous pouvons y arriver parce que nous avons cet avantage comparatif. Et c'est très simple. Au lieu de faire ce qu'ils font à Yaoundé, c'est-à-dire ne se refuser à toute politique économique, on s'engage dans une logique de valorisation des chaînes de valeur ajoutée mondiales. Et puis, pour attirer les investisseurs dessus, en ramenant le taux d'imposition à 20% pour tout ce qui est production au lieu de 30%. On en revient encore pour la gouvernance. Oui, bien sûr. Et là, on arrive rapidement à pouvoir équiper sur ce modèle-là et à pouvoir occuper à peu près 6 millions de personnes, au lieu aujourd'hui de n'en occuper que 1 800 000 à peu près. Alors, quand quelqu'un vient, c'est-à-dire sans la moindre analyse comme celle-là, vient nous dire que monsieur, vous avez que l'enfant, ça ne va pas du tout. Donc le problème de l'Afrique, c'est pas la démographie, c'est le problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance et de bonne utilisation de nos ressources. Je pense que Emmanuel Macron est plus à plaindre. Il est plus à plaindre. Parce que voilà, monsieur, avec tout le respect que je lui dois, c'est quand même un chef d'État.
qui n'a pas eu la chance d'être ce père qui voit venir un enfant au monde, qui l'éduque, qui l'élève, qui l'envoie à l'école. C'est une vocation d'être père, d'avoir des enfants, de les envoyer à l'école, de sentir les difficultés d'un enfant. Donc, il n'a pas eu cette chance, il est à plaindre. Ça, c'est la première chose. Quand il dit dans des pays qui ont 7 à 8 enfants par femme, on ne peut pas investir des milliards d'euros et les stabiliser. Je vais encore utiliser une expression qui vient de lui dans son débat avec Marine Le Pen. C'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise ce qu'il vient de dire là. Ça, c'est son expression. Il a dit à Marine Le Pen. Moi, je lui renvoie ça. C'est une grosse bêtise. Parce que ce n'est fondé sur rien du tout. Aujourd'hui, l'Afrique, pourquoi est-ce que toutes les puissances au monde veulent investir en Afrique? Après les sommets, Europe-Afrique, France-Afrique, Europe-Afrique, Japon-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique. C'est pas Inde-Afrique. C'est parce que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. L'Afrique est restée et est encore le berceau de l'humanité. C'est le berceau de la croissance, l'avenir sur le plan économique. Et d'abord, le milliard d'habitants en Afrique, la puissance démographique africaine, c'est un atout. Et c'est une valeur chère. En Afrique comme en Asie et partout ailleurs. Regardez la Chine. Regardez l'Inde, regardez ces grandes puissances. Je ne veux pas répéter ce que mes prédécesseurs l'ont dit, mais tous ces grands pays-là ont une forte natalité. Très bien. J'invite Emmanuel Macron à revisiter, n'est-ce pas, ses études, tout ce qu'il a étudié. Peut-être que cet aspect-là lui a manqué dans ses études. Alors, très bien, on a très bien compris que sur le plateau, on est d'accord, les panélistes, pour avoir 7, 8, 10 enfants. Merci à vous d'être venus pour cette édition de Droit de Réponse. Merci à vous, Martin Bazing, Jean-Marie Tchachon, et à vous, Célestin Benzigui, à Edmond Kamgia et à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Bon dimanche à tous.